Nous sommes en bonne compagnie ce matin pour ce rendez-vous annuel puisque Jocelyn Gombaud, Nilufer Hamadi et Sophie Dust vont intervenir avec moi ce matin pour aborder ensemble donc les chiffres du marché des véhicules électriques, mais aussi de la réparation, du contrôle technique, etc. Et on parlera de la réponse de la branche à ces évolutions de secteur en termes notamment de certification et de formation de formateurs. Donc, on va pouvoir démarrer. Je lance la présentation. Voilà, normalement, vous pouvez voir la présentation. Et on commence tout de suite par le marché du véhicule électrique. Donc, on commence avec les ventes de voitures neuves, les immatriculations. Vous voyez ici, donc sur le graphique en vert, les immatriculations, donc les ventes de voitures neuves pures électriques. En bleu foncé, les véhicules hybrides qui sont rechargeables. Et en bleu clair, les hybrides non rechargeables. Donc, quand on regarde bien sûr au cumul des trois, on a une progression très nette depuis 2016 pour atteindre en 2025 plus d'1,1 million de ventes de voitures, dont 327 200 qui sont purement électriques. Mais cette progression, elle est surtout portée, vous le voyez, par les véhicules électriques non rechargeables qui ont encore progressé de 20% sur la dernière année, en 2025 par rapport à 2024. Mais quand même, on note un regain, une reprise de la progression du véhicule électrique. On avait eu en 2024 une petite baisse par rapport aux années précédentes. C'était notable. Et là, on a en 2025 une reprise avec une progression de 12% des ventes de voitures électriques. Et on constate sur le premier trimestre de l'année 2026, ce début d'année, une progression importante. On va y revenir dans le mix après, mais déjà en volume, on voit que sur 3 mois, on a déjà 112 932 véhicules électriques immatriculés. Et donc justement, quand on regarde un petit peu la répartition de ces immatriculations par rapport aux autres types de motorisation, vous avez ici l'évolution de ce qu'on appelle du mix énergétique des ventes, donc la répartition par type de carburant, si on peut dire. Vous avez la part du diesel qui est passée de 52% des ventes en 2016 à 5% en 2025. C'est la courbe rose, au profit forcément des motorisations électriques, on l'a dit, qui atteignent 20%, mais aussi des motorisations hybrides, notamment l'hybride non rechargeable, qui atteignaient 43% en 2025. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ça progresse encore fortement sur le premier trimestre. Vous voyez, sur 2026, de janvier à mars, on atteint même 47% pour l'hybride non rechargeable, 27% pour le pur électrique. Et l'essence, par contre, comme le diesel, continue leur chute. On descend à 15% pour l'essence et à 3% pour le diesel. Si donc on cumule véhicules électriques, véhicules hybrides et véhicules hybrides rechargeables, on a 70%, donc 7 véhicules sur 10 vendus qui sont électrifiés. Un petit tour maintenant sur les autres types de véhicules. Et on a, par exemple, donc on a déjà parlé de la voiture, on a dit 20% des ventes de voitures sont électriques en 2025, ça correspond à 327 200 immatriculations. Mais on a aussi une part importante des ventes pour, par exemple, les bus et cars électriques. 12% du total des ventes de bus et cars sont électriques en 2025. Ça correspond à un plus petit volume, bien sûr. On est sur 757 immatriculations. C'est à peu près comparable au volume de camions électriques neufs vendus. Vous voyez qu'ils étaient même un peu plus nombreux, un peu plus de 1000 camions électriques neufs vendus en 2025. Mais par rapport à la totalité des camions vendus, là, on est seulement à 2% de part de marché de l'électrique. Donc, vous voyez qu'on a finalement une part beaucoup plus importante dans le bus écart, même si les volumes restent faibles. Pour le véhicule utilitaire léger, les VUL, ça progresse. On atteint maintenant 10% des ventes. C'est encore un peu plus timide que pour la voiture, mais ça progresse par rapport aux années précédentes. Et par contre, on a une perte, une régression sur le deux roues motorisé électrique, donc les motos ou les scooters, qui là descendent à 8% de l'ensemble des ventes.
Sur le vélo, à noter aussi, alors c'est toujours le vélo à assistance électrique est quand même très, très bien représenté dans l'ensemble des vélos, 28% des ventes, hein, mais c'est en baisse, hein, et c'est la deuxième année consécutive, on perd encore un point en part, et en volume, à peu près 90 000 vélos à assistance électrique neufs vendus en moins en 2025 par rapport à l'année précédente. Alors, est-ce qu'à force de vendre des véhicules, les parcs s'électrifient? Est-ce que les parcs évoluent? Où est-ce qu'on en est? Eh bien, ça progresse. Forcément, les ventes viennent alimenter ces parcs roulants, mais comme ils sont très grands, finalement, ça prend beaucoup de temps à se renouveler. Et donc, au niveau voiture et bus et car, on atteint 4% au début 2026. Donc, ça commence à représenter une part significative, même si vous le voyez, hein, ça reste marginal. Par contre, pour les VUL, on est toujours à 2%. Et alors, les camions électriques, on est encore à moins de 1% du parc roulant. Donc, vraiment, les choses prennent du temps. On a encore un parc qui est très largement thermique et roulant à entretenir et à dépanner, à contrôler, etc. On va maintenant voir avec Jocelyn ce que ça donne ce parc, mais au niveau départemental, réparti sur la France entière. Merci Marie-Sophie. Alors voici une carte qui représente la part des véhicules 100% électriques dans le parc automobile par département. Alors on voit que cette proportion va de 3% à peu près à plus de 7%. Donc on a quand même un niveau relativement variable d'électrification du parc automobile selon les départements dans lesquels on se situe. Donc originellement, c'est ce que je vous disais l'an dernier, on avait plutôt à l'origine des véhicules électriques qui étaient plutôt concentrés dans des grands centres urbains, avec des pouvoirs d'achat d'automobilistes un peu plus élevés, un âge moyen des acheteurs un peu plus jeune. Aujourd'hui, les véhicules électriques en circulation commencent à se déployer dans certains départements, mais sans nécessairement de causalité très précise, hein. Je dois dire, je ne sais pas pourquoi il y en a autant qui se développent dans la Manche, dans le Pas-de-Calais ou dans le Gers. Mais effectivement, il y a un développement de certains départements en particulier. Et puis, on sait aussi que dans les départements d'immatriculation des loueurs courte durée, comme effectivement en partie effectivement le Pas-de-Calais ou en partie effectivement la Seine-Maritime, la Corse, la Haute-Corse, on sait effectivement que dans ces départements-là, eh bien, il y a une électrification un peu plus importante. On voit aussi qu'il y a une surreprésentation en PACA, en Occitanie, à l'est de l'Auvergne-Rhône-Alpes, une très forte progression également sur le Maine-et-Loire, particulièrement. Et vous voyez que le cœur de la diagonale du vide reste relativement peu doté, le cœur de la France reste relativement peu doté en véhicules électriques. Donc on voit bien que parmi les facteurs qui influencent la répartition territoriale des véhicules automobiles, donc on avait cité les deux premiers éléments, pouvoir d'achat, âge moyen, et puis effectivement la question de la ruralité des territoires est encore un point relativement important. Même si je ne vous cache pas que la question du pouvoir d'achat rentre peut-être un petit peu moins en ligne de compte, puisque effectivement, avec la création du leasing social, avec l'augmentation du prix du pétrole et les aides ponctuelles dont nous reparlerons tout à l'heure, eh bien effectivement, cette question du pouvoir d'achat se pose un petit peu moins aujourd'hui. Alors, faisons le point maintenant sur le marché, si vous le voulez bien. Et traditionnellement, j'essaye de vous présenter chaque année la situation des constructeurs chinois sur le marché. Alors, l'an dernier, vous aviez cinq marques qui étaient présentes, cinq marques chinoises qui vendaient des véhicules électriques qui étaient présentes sur le marché français. Désormais, il y en a trois de plus, donc il y en a huit désormais avec l'arrivée de Polestar pour Geely, de Moda qui marque l'arrivée du groupe Chery en France, avec également une autre marque qui s'appelle Jayco, mais qui est plutôt spécialisée dans les véhicules hybrides et thermiques, dont nous ne parlerons pas beaucoup. Donc
Il n'y en a pas encore beaucoup sur les routes, mis à part dans vos publicités avec Jean Reno, mais voilà. Donc vous avez effectivement quelques marques qui arrivent, et puis la marque de luxe effectivement du groupe Geely, Zeekr, qui a fait son arrivée, alors que la France n'était pas une priorité, et bien qui a fait son arrivée sur la Côte d'Azur. Et sont également prévus pour l'année prochaine. Donc les groupes Farizon, enfin les marques Farizon du groupe Geely, Ion qui verra l'arrivée du groupe GAC en France, la marque générique du groupe Geely, et puis Denza, une marque haut de gamme de chez BYD. Donc aujourd'hui, finalement, il y a 35 modèles de véhicules électriques chinois qui ont été vendus en France l'an dernier. 35 modèles. Alors c'est beaucoup parce que c'était 14 l'an dernier à la même date. Donc de fait, effectivement, il y a de nombreux types de modèles qui sont vendus, mais pour finalement représenter une part de marché relativement modique, hein. Les véhicules électriques chinois représentent uniquement 5% des véhicules électriques vendus en France, donc c'est particulièrement faible, hein, on peut le dire. Il faut savoir aussi que certaines marques doivent mettre en place un réseau de concessionnaires comme BYD, comme MG par exemple, alors que d'autres s'appuient sur des collaborations, puisque on sait que Leapmotor s'appuie sur une collaboration avec le groupe Stellantis, que Xpeng travaille et collabore avec Volkswagen. Et puis que des marques comme les marques du groupe Geely s'appuient fortement sur les concessions Volvo pour vendre leurs véhicules, qui d'ailleurs pour Lynk & Co ce sont des ventes sur abonnement, mais qui n'ont concerné finalement que 11 voitures ces quatre derniers mois. Donc autant vous dire qu'on est sur des volumes très très faibles. Donc vous voyez que les modèles bon marché aujourd'hui tournent autour de 17 000 euros pour la Leapmotor T03 et 20 000 euros pour la MG4. Alors, il faut pas se cacher, se voiler la face, hein. Malgré ces 5,4%, les constructeurs chinois, qui sont largement subventionnés par le gouvernement chinois, restent une machine à broyer l'industrie automobile européenne. Sur le marché français, les constructeurs européens sont aujourd'hui protégés en France par l'Ecoscore et dans d'autres pays par des systèmes à peu près équivalents qui excluent les véhicules électriques chinois des primes et du leasing social en France. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des offres dans lesquelles la IC3 va, par exemple commencer à 13 000 euros aujourd'hui, la Twingo à 16 000 euros être déduite, et actuellement avec des primes à la casse Fiat, la Grande Panda et la Fiat i500 commencent également à 14 000 euros. Donc on est effectivement aujourd'hui en dessous effectivement des modèles dits bon marché chinois. Mais effectivement, c'est ce fameux EcoScore qui conditionne un certain nombre de primes, qui fait que les modèles chinois sont exclus à ce jour de la prime coup de pouce gouvernementale, de la prime grand rouleur ou du leasing social. Mais effectivement, aujourd'hui, Xpeng, BYD, SAIC, la maison mère de MG, Chery ou Dongfeng envisagent toutes de créer ou de racheter des usines automobiles en Europe, et ce qui ferait effectivement sauter le verrou de la protection. Donc, peu de véhicules aujourd'hui, mais méfiance pour l'avenir. Alors, méfiance pourquoi? Parce que effectivement, l'arrivée des constructeurs chinois peut affecter effectivement les conditions de maintenance, l'accès aux données et aux composants, qui est une condition sine qua non de la prévente aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il faut que tout réparateur puisse accéder à l'ensemble des informations techniques pour réparer un véhicule. Désormais, c'est organisé par le CERMI. Le CERMI, hein, c'est ce système d'autorisation pour la réparation et l'entretien de véhicules, qui permet aux réparateurs indépendants européens d'accéder légalement aux informations sensibles liées à la sécurité des véhicules, donc lors des opérations d'entretien et de réparation.
Donc les réparateurs, vous le savez, doivent être certifiés par un organisme accrédité, DEKRA, SGS, etc. En France en tout cas. Mais bah, voilà, pour pouvoir accéder aux informations des calculateurs des véhicules, encore faut-il que les constructeurs les rendent accessibles. Alors, certains constructeurs aujourd'hui ne sont pas en conformité avec leurs obligations. Donc, il y a une grosse activité des fédérations patronales aujourd'hui que de travailler avec les constructeurs pour la mise en conformité de ces constructeurs sur la transmission d'informations. Ça concerne particulièrement les véhicules électriques car il y a beaucoup de nouveaux entrants sur ce marché. Alors, certains collaborent relativement facilement, BYD ou Tesla, voilà, se mettent effectivement à collaborer pour pouvoir mieux transmettre les informations techniques auprès des réparateurs. Et ben, chez d'autres, la transmission des informations techniques est aujourd'hui un petit peu plus compliquée. Xpeng, par exemple, etc. C'est encore un petit peu compliqué. Alors, d'autre part, ce qui va compliquer effectivement la maintenance, c'est aussi les arbitrages qu'on va pouvoir faire et que les constructeurs chinois particulièrement vont pouvoir faire entre coût fiabilité d'une part et réparabilité, recyclabilité d'autre part. Ça va conduire effectivement les constructeurs, notamment chinois, à choisir de plutôt baisser les prix d'achat au détriment potentiel de la réparabilité des composants. Hein, par exemple, ils vont peut-être privilégier des batteries collées au lieu de batteries vissées. Hein. Sur les batteries vissées, le protocole de remplacement des modules de batterie est bien plus simple que sur des batteries collées. On peut parler aussi des questions d'électronique de puissance. Hein. Vous savez que c'est sans doute l'onduleur qui est la pièce de l'électronique de puissance qui tombe le plus en panne dans les véhicules électriques. Donc, et même dans tout système d'ailleurs, qui utilise de l'électronique de puissance. Et vous savez que par exemple, dans les premiers systèmes de Stellantis, quand le bloc d'électronique de puissance tombait en panne, bah, il fallait changer l'intégralité du bloc. Alors que sur d'autres modèles de type Renault, ben, on avait effectivement une électronique de puissance modulable et on pouvait changer que l'onduleur quand l'onduleur tombait en panne. La question du battery upgrade dont je parle est un combat qui est aujourd'hui porté par les réparateurs spécialistes de véhicules électriques, donc typiquement effectivement l'EV Clinic ou Revolt, afin de pouvoir augmenter les capacités des batteries, l'autonomie, la performance, en changeant les batteries sur des véhicules électriques obsolètes ou usés, en multipliant par deux ou par trois leur capacité de batterie, mais aussi de pouvoir utiliser des pièces de qualité équivalente sur ces organes plutôt que des pièces d'origine. Et c'est pas légal aujourd'hui en France, c'est pas encadré aujourd'hui en France, et c'est un combat aujourd'hui que mènent les réparateurs indépendants spécialisés en véhicules électriques pour pouvoir effectuer ces modifications. Et enfin, ceux qui arbitrent en direction du coût et de la fiabilité vont privilégier des dispositifs comme le Cell-to-Pack. Hein. Le Cell-to-Pack, c'est une manière de concevoir des batteries pour les véhicules électriques qui a été introduite par KTL, développée par Tesla, mais aussi désormais par Renault, Volkswagen. Et l'idée, c'est de supprimer les modules intermédiaires. Et de mettre directement des cellules dans le pack batterie. C'est moins cher, hein, la densité, la performance sont améliorées. Et si avant c'était relativement simple, finalement, simple entre guillemets, mais de changer un module, par contre de réparer des cellules une à une, ça peut être beaucoup plus chronophage et voire carrément irréparable, même si KTL promet un système Ning Service de moindre coût de réparation des cells to pack. Il y a vraiment une problématique importante de réparabilité des cells to pack. Le gigacasting dont je vous parle aussi, c'est un moyen d'alléger les véhicules électriques en remplaçant plusieurs pièces de châssis par une seule. Ça coûte moins cher, moins d'assemblage. Hein. La Tesla Model 3 avait 70 pièces qui ont été remplacées par une seule sur la Tesla Model Y. C'est plus fiable, plus léger, c'est moins cher à produire. Il y a près de 60 robots qui sont supprimés. Mais par contre, en cas de choc sur la carrosserie, il faut changer l'ensemble de la pièce du châssis. Ça devient extrêmement cher. Et effectivement, la question de véhicules jetables se repose de nouveau. C'est actuellement très très regardé par Tesla, bien sûr, par Zeekr aussi, mais Toyota et Hyundai sont aussi sur les rangs sur ces questions-là. Il y a également tout ce qui est lié à l'usage des mousses époxy qui moulent la batterie dans le châssis
Comme ça, c'est sûr, effectivement, la batterie peut plus bouger, elle tombera moins en panne, mais par contre, la réparabilité est beaucoup plus compliquée. Et puis, on pourrait aussi continuer en parlant des batteries à lame BYD, les BYD Blade Battery. Un niveau de sécurité maximal, rapide à recharger, c'est formidable, mais absolument impossible à réparer. Donc, tous ces arbitrages en direction du coût et de la fiabilité sont des handicaps pour la réparation et particulièrement utilisés par les constructeurs chinois. Maintenant, faisons le point sur l'impact de l'électrification du parc sur les activités. Globalement, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des activités qui sont spécifiques sur les véhicules électriques, qui sont tous liés alors, à la fois à la prévention des risques électriques. La prévention des risques électriques, c'est une activité désormais en tant que telle, spécifique en tant que telle. La maintenance spécifique de la batterie, effectivement, représente une activité en soi. L'entretien de l'ensemble des systèmes de refroidissement, la maintenance du système d'amplification de freinage, les pannes. Hein, donc, dans l'ordre de fréquence, c'est plutôt les moteurs qui tombent d'abord en panne, ensuite tout ce qui est électronique de puissance onduleur-chargeur, et ensuite tout ce qui est pompe à chaleur. Et puis après, on intervient, il faut bien le dire, quand même relativement rarement sur les packs batteries, hein, sur les cellules BMS, on y intervient finalement relativement rarement. On constate aujourd'hui un certain nombre d'activités qui sont en fortement croissance. Il y en a certaines qu'on avait bien vu venir, comme le remplacement des batteries 12 volts. De fait, effectivement, les batteries 12 volts et les pneus sont des pièces d'entretien qui sont les plus sollicitées sur un véhicule électrique, beaucoup plus sollicitées sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Donc voilà. Et on a également donc forcément effectivement elles vont être davantage changées. Euh, il y a aussi des questions qu'on n'avait pas nécessairement vu venir qui sont liées aux trappes d'accès, aux câbles de recharge, aux connecteurs. Finalement, ce sont les assisteurs notamment qui nous font remonter ces informations-là et qui nous disent que finalement que tout ce qui est lié à l'interaction entre l'humain et le véhicule à travers son câble de recharge fait l'objet de casses plus fréquentes. Les trappes d'accès qui sont trop fragiles ou un peu trop malmenées, les câbles qui traînent par terre ou sur lesquels on roule dessus, l'arrachage de connecteurs en oubliant de déverrouiller le câble. Bref, ce genre d'activités, effectivement, sont finalement beaucoup plus fréquentes que ce qu'on avait pu imaginer, même si on peut imaginer qu'au fur et à mesure du déploiement de ces technologies, eh bien, elles deviennent de plus en plus simples à réaliser. Donc, le remplacement des roulements, effectivement, c'est une particularité aussi qui arrive assez fortement sur certains moteurs, hein, Mercedes, Hyundai ou Volkswagen. Donc, effectivement, on s'aperçoit que c'est une activité finalement assez mécanique, mais dans un contexte assez compliqué, puisque on doit effectivement réparer des roulements autour d'aimants extrêmement puissants, des aimants de rotor extrêmement puissants. Donc, c'est une pratique mécanique un peu compliquée et qui arrive un peu plus que ce qu'on avait pu imaginer. Et puis après, ça, on le savait, hein, les véhicules électriques sont plus lourds, ont plus de couple, donc forcément ont des activités de liaison au sol un peu plus importantes. C'est la maladie de Tesla, particulièrement. Enfin, on va faire un petit point également sur les grandes évolutions technologiques à venir sur le véhicule électrique. Notamment, il y a un certain nombre de fiches qu'on a choisi de développer dans le site internet que nous traitons sur innovoto.org, qui fait le point entre les évolutions technologiques automobiles et l'évolution des compétences dans les ateliers de mécanique automobile. Donc, je vais insister sur quatre grandes évolutions qui feront l'objet d'une fiche spécifique avant la fin de l'année sur innovoto.org. D'une part, la question du passeport de batterie de traction. L'objectif, c'est de viser à tracer l'ensemble du cycle de vie des batteries. Ça va être obligatoire dès 2027. Ça devrait permettre d'anticiper davantage des opérations de maintenance, de travailler sur la meilleure évaluation de la valeur du véhicule lors de l'achat. On pourrait mieux suivre également le suivi de la dégradation des batteries dans le temps. Donc, ça va sans doute impliquer aussi une montée en compétence des équipes, notamment dans l'interprétation des données issues des BMS, des véhicules. Donc, voilà, à suivre à partir de 2027. L'évolution de la tension des batteries de traction. Aujourd'hui, on a plutôt des véhicules qui roulent, qui sont plutôt donc avec des tensions à 400 volts.
mais actuellement, on a un développement de certains véhicules qui sont déjà en 800 volts, et sachez que en développement, on a du 1200 volts qui est actuellement en projet pour des recharges de plus en plus rapides. Alors, c'est vrai que bah, plus on augmente le voltage et plus le niveau de protection des personnes doit être important. Le niveau de protection arc flash sur les vêtements de travail pour les travaux sous tension B2TL va être différent, hein, si on travaille sur une batterie de traction 400 volts ou sur une batterie de traction 800 volts. Donc, il y a des conditions de sécurité qui sont un petit peu différentes. Plus effectivement, à chaque évolution de la puissance de recharge pour charger plus vite, il faut aussi revoir les modes de refroidissement de batterie. C'est le troisième point. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, une batterie peut être refroidie de façon très très différente. On peut refroidir les batteries par air forcé, par système d'air forcé avec échangeur d'air et fluide réfrigérant, par système de refroidissement liquide avec échangeur liquide fluide réfrigérant, par système à fluide réfrigérant avec évaporateur. Bref, beaucoup finalement de types de refroidissement de batterie qui existent. Et la variété des systèmes de refroidissement ne permet pas aujourd'hui l'improvisation lors des interventions. Donc, effectivement, il devient assez impératif d'avoir les détails des procédures pour ne pas se mettre en danger et assurer la longévité des systèmes. Donc, il est temps, effectivement, de faire un point sur l'ensemble de ces systèmes de thermomanagement qui sont assez complexes et qui demandent un niveau de technicité assez élevé, beaucoup de rigueur lors de diagnostic de ces systèmes. Et enfin, dernier élément le SDV, le Software Defined Vehicles, eh bien, c'est le passage d'une logique mécanique, hein, mécanique et matérielle, à une logique qui est centrée sur le logiciel dans la conception du véhicule. Ça a été mis en place par Tesla, désormais déployé par la plupart des constructeurs européens. Et ça veut vouloir dire plus de maintenance prédictive, de diagnostic distant, de réduction du temps d'immobilisation du véhicule. Bref, effectivement, ça va changer effectivement sans doute effectivement le rapport au client. Alors, faisons enfin le point sur les scénarios prospectifs sur le marché du véhicule électrique. Donc vous savez que nous avons mis en place une prospective il y a déjà depuis quelques temps, hein, depuis au moins 4 ans. On a mis en place une prospective sur le marché du véhicule électrique avec plusieurs scénarios. Actuellement, on en suit trois plus particulièrement, un scénario très haut, un scénario dit ralenti et un scénario moyen. Actuellement, avec 4% du parc automobile électrique en 2026, on se situe dans un scénario médian, donc ralenti. Voilà. Alors voilà, vous voyez que selon nos différents scénarios prospectifs, la part des véhicules électriques dans le parc pourrait se situer entre 20 et 40% à l'horizon 2036. Donc c'est effectivement, si on reste sur le scénario médian, sur le scénario dit ralenti, effectivement, cette part atteindrait plutôt 28% à l'horizon 2036, tandis que 55% des voitures resteraient encore exclusivement thermiques à l'horizon 2036. Alors bien sûr, hein, effectivement, l'augmentation du prix du pétrole qui a généré, comme vous l'a dit Marie-Sophie, plus d'un quart d'immatriculation de véhicules électriques parmi les immatriculations de VN le mois dernier, pourrait permettre de voir décoller un peu plus le parc de véhicules électriques dans les prochaines années. Bah, c'est quelque chose qu'on va effectivement suivre. Voilà, eh bien, le moment est bien choisi, hein, désormais pour faire le point sur l'évolution de l'activité après-vente des véhicules électriques avec Marie-Sophie. Merci Jocelyn. C'est vrai que on l'a dit au début, donc les immatriculations progressent, particulièrement ces derniers mois, notamment en raison du contexte économique, tu l'as dit. Le parc met lui un peu plus de temps à se renouveler et donc on arrive pour le moment à 4% du parc en véhicules électriques. Et donc ben, on se pose la question de la répercussion aussi sur les ateliers de réparation, de maintenance, d'entretien de la branche. Tu l'as dit, hein, le véhicule électrique, ça ne se répare pas comme un véhicule thermique. Il y a des choses à faire en moins, il y a des choses à faire en plus, en tout cas qui interviennent un peu plus souvent. Mais
pour l'instant, qu'est-ce qu'il en est des chiffres? Qu'est-ce qui se passe dans les garages? Eh bien, on voit qu'en juin 2025, parmi les intervenants sur les véhicules électriques, les distributeurs avaient pris en charge en moyenne 285 véhicules électriques sur les 12 derniers mois. Alors, ça paraît peu, 285 sur une année entière, on ne va pas se mentir. En même temps, on l'a dit, le parc, il est encore très largement thermique. Et puis, même si c'est peu, c'est quand même en nette progression puisque c'était 72 un an avant. Donc, on voit quand même que les choses bougent, les véhicules électriques commencent à arriver dans les ateliers. C'est pas la majorité de l'activité, on est bien d'accord, mais ça représente entre 2,7% des entrées ateliers pour les indépendants et 5,7% pour les distributeurs sur une année. Donc, ça commence à devenir là aussi significatif. Bien sûr, c'est un peu plus surreprésenté chez les distributeurs parce que ce sont des véhicules qui sont récents, souvent encore garantis et qui donc retournent dans le réseau des constructeurs, donc que ce soit à concession ou à agent. Est-ce que tous les réparateurs prennent en charge les véhicules électriques? Alors, les taux de prise en charge, ils restent encore très hétérogènes selon les types de réparateurs, mais au global, on a quand même 69% des réparateurs qui disent prendre en charge les véhicules électriques. Alors, bien sûr, d'en prendre en charge, on n'a pas tous les types d'opérations, mais en tout cas, on voit quand même des différences entre les types d'établissements. Par exemple, quand on regarde dans le détail, on voit que seulement 2% des RA1, donc des distributeurs, des concessionnaires, ne prennent pas en charge les véhicules électriques. C'est très très faible, c'est vraiment à la marge. Effectivement, ils ont maintenant l'habitude d'en recevoir à l'atelier. Alors que par contre, chez les indépendants, donc ce qu'on appelle les MRA, on a des parts qui sont plus élevés, de 47 à 48% pour les MRA constructeurs grossistes, à 70% pour les MRA sans enseigne. Là, on voit bien que il y a un peu plus d'établissements qui ne les prennent pas en charge. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas le matériel ou les compétences, mais ça peut être aussi parce qu'ils n'en ont pas à l'atelier. Comme on le disait, ce sont des véhicules récents et qui du coup retournent plutôt dans les réseaux des constructeurs ou de la SMAVA, donc Centre Auto Réparateur Rapide et Pneumaticien. Et on voit que dans la SMAVA, les taux de prise en charge sont plus élevés et on peut supposer que l'accompagnement en formation, de la part notamment de l'enseigne, c'est très important pour pouvoir voilà, faire cette transition et accueillir dans les ateliers ces véhicules électriques. On a sur la droite un graphique avec la répartition des entrées ateliers selon la raison principale. Vous voyez que pour 68% des entrées ateliers, c'est de l'entretien régulier. Donc, en plus, sur un véhicule électrique, c'est assez rapide, entre guillemets. C'est plutôt du contrôle, de la vérification. Et puis, pour 13%, de l'intervention sur les pneumatiques. Donc, des choses assez classiques. Finalement, les accidents ne représentent que 5% et les interventions dites mécaniques, en tout cas électroniques ou mécaniques, sont beaucoup plus rares et beaucoup moins fréquentes étant donné la taille du parc roulant. Si on regarde maintenant le nombre de contrôles techniques réalisés, alors on est sur les contrôles techniques périodiques, ceux qui ont lieu au bout de 4 ans pour les véhicules neufs et puis ensuite tous les 2 ans. On a bien sûr des chiffres qui sont encore très faibles, mais d'année en année, on voit que ça progresse. On atteint maintenant 1,1% des contrôles périodiques qui sont consacrés à des véhicules électriques. Donc c'est évidemment très faible. Le parc est très jeune, on l'a dit, donc forcément les 4 premières années, pas de contrôle. Mais on voit que ça commence à progresser. Ce sont des contrôles qui sont spécifiques pour le véhicule électrique avec deux contrôles notamment qui sont consacrés au véhicule électrique, le contrôle de continuité de masse et l'essai du dispositif anti-démarrage. Et puis, pour ce qui est de la prise en charge par les centres VHU, là aussi, on est encore très, très, très faible. C'est encore plus petit. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que les données datent de 2023. L'ADEME a transmis les données avec quelques années de retard. Donc, en 2023, le parc était encore plus faible. Et puis surtout, bien sûr, les véhicules électriques, comme on le disait, ils sont récents, ils ne sont pas encore en fin de vie. Et ils n'arrivent finalement au centre VHU que s'ils ont eu un accident, s'ils ont eu un problème qui fait qu'ils ne sont pas réparable. Donc, on a seulement 0,16% des prises en charge dans les centres VHU qui concernent des véhicules électriques. Là aussi, c'est très faible, mais ça progresse. Donc, on surveillera dans les années à venir puisque ça implique quand même des activités spécifiques et puis de la sécurité, de la mise en sécurité très particulière. Et donc, on va passer maintenant
ce qui impacte beaucoup ce marché et ce qui entraîne finalement les évolutions, puisque on sait qu'il y a beaucoup de choses qui proviennent des réglementations. Et on va retrouver Jocelyn qui va nous expliquer où on en est, puisque on a tous entendu dans les médias que ça avait bougé, notamment autour du mois de décembre. Mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, c'est effectivement bien de faire un point sur ce sujet, sur ce feuilleton qui n'en finit plus. Alors, bon, revenons au démarrage, faisons un peu d'exégèse. Au départ, donc, c'est le démarrage de toute cette réglementation, c'est 2015. Ce sont les accords de Paris de la COP 2021 que la France a signé et que les pays d'Europe ont signé et qui ont été déclinés en pacte vert européen, dit Green Deal, par la Commission européenne et qui se décline lui-même en plusieurs règlements. Un règlement nous intéresse particulièrement, ce fameux règlement UE 2019-631, modifié le 19 avril 2023 par la réglementation qui s'appelle Fit for 55, qui impose donc de 2020 à 2024 donc une moyenne de 110 grammes de CO2 pour l'ensemble des véhicules vendus en Europe par constructeur en Europe sur le cycle WLTP. Ça, c'est fait. 2025-2029, une moyenne de 94 grammes de CO2 par kilomètre, cycle WLTP pour l'ensemble des véhicules neufs vendus en Europe et également une moyenne de 153 grammes pour les VUL. Ça, c'est en cours. Et à partir de 2030, donc c'est une moyenne de 49 grammes de CO2 qui est l'objectif qui a été fixé, ce qui représente moins 55% par rapport à la moyenne d'émissions de 2019. Et donc, initialement, était prévu à partir de 2035 un objectif de 0 g de CO2 par kilomètre sur l'ensemble des véhicules vendus en Europe, soit une diminution de 100% du volume de CO2 de 2019. Alors, la Commission européenne a d'une part introduit une petite flexibilité en lissant les objectifs demandés sur 2025 sur 3 ans afin de permettre aux constructeurs de compenser un dépassement de l'objectif de la première année par des résultats plus bas les années suivantes. Le Parlement européen envisage également de la même façon le lissage des objectifs de 2030 sur 2030 à 2032. Donc ces 49,5 grammes, ils envisagent effectivement d'être lissés. Ensuite, comme le dit soulignait Marie-Sophie, une procédure de révision de cette réglementation a démarré le 16 mai 2025 par une proposition, vous en avez tous entendu parler, du paquet automobile par la Commission européenne. Alors, c'est une proposition de la Commission européenne, c'est pas encore fait voter, celle-ci doit être d'abord révisée par le Parlement européen et ensuite décidée par le Conseil européen. Aujourd'hui, le paquet automobile tel que l'a prévu la Commission au départ prévoit à ce jour 90% de rejet de CO2 de 2019 des véhicules neufs vendus dans 2035 au lieu de moins 100%, sous réserve d'une compensation des rejets émis par les véhicules, acier à faible teneur carbone, biocarburant, etc., etc., etc. Soit un objectif d'un peu plus de 10 grammes de CO2 par kilomètre en 2035. Donc là, je vous ai mis un petit 11 grammes à la place du 0 gramme, si vous le voyez bien. Mais le paquet automobile ne s'arrête pas là. Il y a également des objectifs sur le VUL, mais il y a également une bonification prévue des petits véhicules abordables fabriqués en Union européenne. Donc c'est cette fameuse clause de favoritisme, entre guillemets, des véhicules européens qui a eu un peu de mal à accepter l'Allemagne. Il y a également une directive relative au verdissement des flottes automobiles qui est actuellement en cours de travail au sein du Parlement européen. Et enfin, une directive qui nous intéresse un peu moins relative à l'étiquetage des véhicules. Bref, tout ça pour dire effectivement que voilà, on va voir cette réglementation un petit peu augmenter. Néanmoins, il faut bien garder à l'esprit que même si on garde un objectif de 11 grammes à partir de 2035, ça signifie de toute façon que la très grande majorité des véhicules devra rouler en électrique et que quelques personnes pourront effectivement avoir le droit de rouler
en thermique ou en hybride à partir du moment où effectivement il y a des compensations au niveau de chaque constructeur. Faisons le point également sur les réglementations au niveau national. Donc celles-ci changent chaque année, des primes, des bonus, des primes à la conversion, etc. Tout ça, ça change chaque année, des primes à la casse. Actuellement, on n'a plus de bonus. On a remplacé ça par des primes coup de pouce. Qui désormais sont autant les bonus étaient accessibles à tout le monde désormais, eh bien vous avez des conditions de ressources. Il y a trois tranches de revenus différentes qui vous permettent d'accéder à des primes plus ou moins importantes. Voilà, ça va dépendre aussi, la prime va dépendre aussi du prix du véhicule et de son poids, et va être également conditionnée par notre fameux EcoScore, hein, qui nous protège donc encore une fois des constructeurs chinois. Donc ça représente des primes qui peuvent aller de 3500 à 5700 euros de primes, sur lequel peut se rajouter un surbonus de 2000 euros pour les batteries fabriquées dans l'Union européenne, et aussi une aide à l'acquisition qui peut être au maximum de 7700 euros pour un véhicule éco-scoré pour les gros rouleurs. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, ces primes coup de pouce sont plafonnées à 7700. Mais effectivement, du coup, effectivement, avec ce volume de primes-là, eh bien, effectivement, ça rend un certain nombre de véhicules très accessibles, mais un petit paquet de véhicules assez contractés. On parle justement de la IC3. Je crois que de mémoire que la Twingo a un peu trop de composants chinois pour bénéficier de l'ensemble des aides. Mais en tout cas, effectivement, voilà, vous comprenez le principe. Le leasing social, il est également reconduit sur 2026 pour 50 000 véhicules, donc ce qui devrait effectivement voir ce volume croître également. Et puis également pour les primes VUL et les primes poids lourds, on a également un certain nombre d'aides qui ont assez fortement augmenté de 5 000 à 9 500 pour les VUL et de 60 KE à 100 KE pour les primes lourdes. Il faut rajouter aussi, mais ça date de l'année dernière, c'est notre taxe incitative sur le verdissement des flottes. Et ça, effectivement, on a un certain nombre de mesures qui sont liées à la réforme des avantages en nature également, qui ont conduit à une croissance assez sensible du nombre de véhicules électriques vendus pour les flottes. Voilà pour l'ensemble du contexte. Maintenant, essayons de voir ensemble, dans ce contexte-là, qu'est-ce que la branche propose comme accompagnement. Et je passe la parole à Meudon, ici Nantes. À vous, Meudon, Meudon, pour bien nous reçu. parler de l'accompagnement de la branche. Merci Jocelyn. Donc rapidement, ça va être aussi en lien avec ce qui a été présenté l'année dernière. On a un certain nombre de certifications ces dernières années qui ont été créées ou qui ont évolué en lien avec l'électrification du parc automobile, toujours avec ce souci de répondre en fait aux différents enjeux qui ont été présentés auparavant par Jocelyn et Marie-Sophie. On est sur un parc thermique, électrique, hybride, donc on a ce souci de continuer en fait à faire évoluer les certifications pour qu'elles collent à la réalité du parc actuel, mais si on fait vraiment un focus VE. Donc l'idée a été d'outiller de différentes manières les salariés de la branche et les futurs salariés. Si je repars rapidement sur les certificats de compétences de branche, donc pour rappel, ces certificats, ils ont une vocation, c'est d'apporter des compétences qui sont complémentaires à un métier, contrairement à nos certificats de qualification professionnelle ou encore nos titres à finalité professionnelle qui, eux, forment à un métier. Ces certificats de compétences de branche, il y en a plusieurs, donc là, je vais en présenter deux particulièrement. Le conseil en électromobilité, donc pour rappel, c'est vraiment une certification dont l'objectif est d'accompagner en fait des salariés dans les enjeux que vont représenter l'électrification du parc, donc conseiller une clientèle qui s'interroge
sur la bonne solution, entre guillemets, d'électromobilité à choisir, comment l'accompagner aux différentes mobilités, se retrouver dans cet écosystème. On le voit, il est hyper complexe, il y a des primes, il y a différents enjeux qu'il va falloir prendre en compte au moment où on choisit une solution d'électromobilité et connaître en fait des règles de sécurité basiques en lien avec ces déplacements qui sont plutôt qui vont venir changer en fait la manière dont se déplacent les personnes. Ce certificat de compétences de branche, il vise différents métiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est accessible à différents domaines de la branche. Ça va être le parc de stationnement, la location des véhicules, la vente, ça peut être également les écoles de conduite. En tout cas, on a une diversité de métiers aujourd'hui qui sont confrontés à ce public qui a besoin de solutions d'électromobilité. La certification qui a été créée aujourd'hui, elle va être expérimentée, c'est-à-dire que pour l'année 2026, la petite actualité, c'est qu'une expérimentation se lance pour permettre de s'assurer de la pertinence et puis surtout avec un objectif d'étendre en fait cet enjeu d'électromobilité aux organismes de formation. On a un deuxième certificat de compétences de branche, donc qui s'appelle réaliser l'entretien et la maintenance d'un véhicule électrique et hybride, qui lui a déjà fait l'objet d'une expérimentation auparavant et qui aujourd'hui est enregistré au répertoire spécifique de France Compétences. Son objectif, c'est concrètement de former des salariés, demandeurs d'emploi, plutôt d'un profil, on va dire, qui a été formé à la mécanique, plutôt sur les véhicules thermiques, d'aller venir intégrer en fait les différentes activités de maintenance préventive, corrective sur un VEVH. Et évidemment d'être formé aux enjeux de sécurité. Et dans ce cadre-là, on passe notamment la formation aux habilitations électriques qui va du B0L jusqu'au B2VL. Enfin, on a des certifications qui ont été dédiées aux travaux sur les batteries de traction. Et donc là, on a 3 CQP spécifiquement qui ont été aujourd'hui créés et enregistrés auprès de France Compétences. Donc le CQP technicien expert de maintenance de batteries de véhicules électriques, le CQP technicien de maintenance de batteries de véhicules électriques et le CQP technicien démonteur de batteries de véhicules électriques. Et donc, ces 3 CQP aujourd'hui ont été reconnus. Alors déjà, les métiers ont été reconnus comme métiers émergents. Ça a donné lieu à la création des certifications qui sont aujourd'hui enregistrées auprès de France Compétences. Et les organismes de formation, certains organismes de formation travaillent aujourd'hui activement au déploiement de ces CQP à l'horizon 2027-2028. Et donc, on espère, donc a priori, on aurait une première action de formation qui va démarrer au second semestre 2026 et avec, a priori, des premiers sortants en 2027. Donc, ça avance et petit à petit, on va vers le concret, on va vers ces formations batterie. Et donc, maintenant, je passe la main à ma collègue Sophie à Meudon, alors toujours Meudon à Meudon, sur la formation des formateurs. Merci Néluphar. Donc, en ce qui concerne la formation de formateurs, donc la NFA accompagne la montée en compétences des équipes pédagogiques des établissements. Donc, on va démarrer justement par le parcours habilitation électrique. Donc, ce parcours a été enrichi d'une nouvelle formation, la FTEPA, la prévention des risques électriques pour le personnel averti. Donc, c'est une formation qui est ouverte à un large public dans les établissements, hein, pas seulement les formateurs, aussi les responsables d'unités pédagogiques, les directeurs délégués aux formations professionnelles. Et puis, donc, ce parcours à plusieurs niveaux. Donc, ensuite, donc, le niveau 1 en habilitation qui concerne les interventions hors tension avec le niveau B0L, B2L, B2VL et BCL avec une recommandation de renouvellement de formation tous les 3 ans. Et puis, on a un niveau 2 relatif aux travaux sous tension, avec également une recommandation de renouvellement de formation tous les 3 ans. Mais par contre, petite particularité, le titre d'habilitation délivré par l'employeur est à renouveler tous les ans. Donc, on peut passer au parcours maintenance VP. Merci. Donc, en ce qui concerne les interventions sur les véhicules particuliers, le parcours se décompose également en plusieurs niveaux. Donc, un niveau de sensibilisation, donc qui est ouvert à un large public également, avec une formation qui a été actualisée, la formation à distance, l'essentiel des systèmes de recharge. Puis, nous avons les interventions niveau 1 et les interventions niveau 2. Et donc, ce dernier niveau a été enrichi par une nouvelle formation, FTE-DEH, le diagnostic sur les VEVH. Par ailleurs, la formation FTM-FEH relative au système de freinage a été mise à jour afin de tenir compte des dernières évolutions concernant la récupération d'énergie lors du freinage.
Donc, vous verrez sur le parcours que certaines de ces formations ne sont accessibles que si on a un avis après formation favorable ou un titre d'habilitation. Donc, en ce qui concerne le parcours véhicule industriel, donc la formation concernant les interventions sur les véhicules industriels et électriques a été actualisée et commence à se mettre en œuvre dès cette année. Les retours, cette formation a été animée donc dans le courant de ce mois-ci et les retours sont très positifs, notamment concernant les TP qui sont mis en œuvre et qui sont réexploitables auprès d'un public de jeunes. En ce qui concerne la maintenance des 2 roues, le parcours est relativement complet et n'a pas nécessité de mise à jour. Nous vous rappelons cependant que la formation à distance, la FAD SBL, la sensibilisation aux batteries lithium s'adresse également à un large public, notamment les formateurs de PSE, et c'est un sujet qui est relativement important puisque on sait qu'il y a des départs de feu qui sont assez couramment rencontrés. Donc, cette formation est ouverte aussi à un large public. Donc, en ce qui concerne les réalisations 2025, les formations de cette thématique véhicules électriques et hybrides sont toujours celles qui sont le plus déployées et elles représentent 38% des formations réalisées en 2025. Il y a eu une légère baisse des formations concernant les habilitations au profit plutôt des interventions sur les véhicules. Donc effectivement, en 2024, le niveau de formation concernant les habilitations était assez élevé et donc on a vu que ces formations sont à renouveler tous les 3 ans. Donc c'est normal, c'est un cycle relativement normal. Donc, on constate depuis 2019, donc la NFA a formé 3500 formateurs qui ont bénéficié d'une formation sur cette thématique, qui devient la plus importante de notre catalogue de formation. Enfin, en ce qui concerne l'accompagnement des organismes de formation, la NFA finance des véhicules électriques et hybrides pour les établissements. Donc ainsi, en 2025, 199 véhicules ont été financés, donc 2 camions, mais en 2024, la NFA avait financé 20 camions, 4 véhicules utilitaires, 165 voitures, 21 motos et 7 scooters. Donc, un effort de financement très important concernant ces véhicules. Donc, je repasse la main à Nantes. Merci Meudon et merci Sophie Njifar. Et oui, effectivement, l'accompagnement de la branche, c'est aussi un accompagnement très concret en termes de d'aide au financement des véhicules pour les organismes de formation. Et on sait que c'est très utile pour pouvoir déployer ensuite les formations. Eh bien, on arrive au terme de ce webinaire. J'espère qu'on aura été clair. Je n'ai pas vu de questions. N'hésitez pas si vous en avez. Il nous reste encore quelques minutes. Vous pourrez retrouver, alors pas l'intégralité de ces informations, mais en tout cas beaucoup, une grande partie, en tout cas des chiffres dans la publication qui est consacrée donc au véhicule électrique, le baromètre du véhicule électrique, où vous retrouvez à la fois les données de marché, de parc, d'entretien et l'accompagnement de la branche avec la formation de formateurs et les certifications existantes. Donc, vous le retrouvez en ligne sur le site de la NFA, bien sûr. Et puis, si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas dans le fil ou dans la partie questions-réponses. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et de votre connexion à ce webinaire, encore une fois, à cette année. De rien. Beaucoup de remerciements, pas de questions. C'est qu'on a été particulièrement clair. Je vais aussi remercier mes comparses pour ce matin, puisque c'est un beau travail d'équipe. Donc, merci à vous et puis merci à vous de vous être connectés et de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.